Voilà, donc, salut tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 4 janvier 2023. Je suis sur la route, donc c'est un mini-test. Je teste du nouvel équipement, je teste une nouvelle lumière, je teste un fond. Donc, on a un green screen, comme vous le remarquez. Je suis vraiment pas. Normalement, je suis à l'aise dans mon bureau et puis là, mon image est toute différente. Je me demande si le son et l'image sont corrects. OK. Donc, évidemment, c'est un test, mais je mets du contenu dans le test. Sinon, c'est pas juste bonjour pendant 2 minutes. Donc, il y a cette histoire de Jeffrey Epstein qui est sortie. Cette histoire de Jeffrey Epstein qui est sortie. Et juste rappeler certaines choses. Donc, c'est des trucs. Tout est OK, ça c'est bon à savoir. OK. Je suis parti évidemment sans mon introduction, sans mon outro. Je suis parti sans plein de clips comme ça. Je fais ça à partir d'un laptop dans une chambre d'hôtel. Donc, vous m'excuserez des problèmes techniques ou des insuffisances de ce web. De toute façon, c'est pas un web, c'est juste un test. Mais on va dire une couple de choses sur Jeffrey Epstein, c'est-à-dire que ce qui sort présentement, on le savait déjà. Il n'y a rien de particulier qui est sorti maintenant. Il n'y a rien de particulier qui est sorti maintenant. On en avait déjà parlé lors du procès de Ghislaine Maxwell. Les informations qui sortent maintenant avaient coulé lors du procès de Ghislaine Maxwell. Par exemple, le fait que une des personnes qui parlait justement interrogée, une des victimes interrogées, parlait de Bill Clinton en disant, ou un des témoins, je ne sais pas c'est lequel, disant par exemple, le procureur demandait est-ce que Jeffrey Epstein vous parlait de Bill Clinton et le procureur qui répondait, non pas le procureur, mais la personne, la victime répondait que Jeffrey Epstein avait dit que Clinton les aimait très jeunes. Donc ces trucs-là, on en avait parlé, ces informations-là avaient coulé, on en avait parlé lors du procès Maxwell. OK? Et donc, il n'y a rien de nouveau. Et il n'y a pas ici, aucune preuve de conduite illégale. Ça, il faut le rappeler. J'ai vu que ça part dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Ça part dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Et c'est correct aussi, d'une certaine façon, que ça parte dans tous les sens. Sauf que, encore une fois, dans ce qui a été rendu public présentement, il n'y a aucune preuve de conduite criminelle. Par exemple, encore une fois, que Clinton aime les jeunes filles, c'est pas... il n'y a aucune conduite criminelle là-dedans. Par exemple, les jeunes filles, c'est elles qu'on utilise dans les annonces de bière, par exemple, pour vendre de la bière. Je ne sais pas si vous comprenez, une jeune fille, c'est pas nécessairement une mineure. Et donc, mais ce que j'ai vu de la part des médias, c'est une tentative d'associer Trump à toute cette histoire. Par exemple, ici, vous voyez, donc CNews, Jeffrey Epstein, Bill Clinton, Donald Trump, Prince Andrew, les premiers noms de la liste dévoilés. Or, ce qu'il y a ici, ils les mettent tous sur un pied d'égalité. Bill Clinton, qui, on sait que c'est un pédo, il s'est rendu genre 27 fois sur l'île Epstein. Tout ça, c'est su. Il prenait l'avion régulièrement, etc. Le Prince Andrew, lui, s'est fait accuser justement par Jennifer Giuffre de pédophilie. Et il y a eu un règlement hors cours et il s'en est tiré. Donc, mais associer Donald Trump entre ces deux noms-là, évidemment, c'est un coup bas. Alors que, justement, dans ce qui a été rendu public, tout ce qui touche à Donald Trump l'exonère. OK? Mais c'est ça, le titre est choc. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que il y a deux choses. Je ne veux pas me perdre en conjecture, là. Il y a deux choses qui sont importantes dans ce que vous venez dans ce qui. Il y a deux choses qui sont importantes à savoir. Je suis débousselé, je ne suis pas chez nous. Il y a deux choses qui sont importantes à savoir, justement, dans cette sortie d'informations sur Jeffrey Epstein. Il y a, premièrement, le fait que on n'a que gratté la surface. Il y a rien qui est sorti, malgré le buzz des médias. C'est-à-dire que la seule chose qu'on apprend, c'est qu'il y a de la prostitution juvénile, probablement de la prostitution juvénile, et que les puissants de ce monde sont associés à Jeffrey Epstein.
dont Bill Gates, etc., Bill Clinton, etc. Les puissants de ce monde sont probablement associés à un réseau de prostitution avec des très jeunes filles. Mais encore une fois, il n'y a aucune preuve que ce soit des mineurs, etc. Puis la raison pour laquelle c'est difficile quand on lit les témoignages, on demande des gens, est-ce que c'est des mineurs, etc. Puis souvent, ils disent... ça pourrait ou ça ne pourrait pas. Tu sais, c'est parce que c'est difficile des fois, quand tu vois une fille, de savoir exactement quel âge elle a. C'est des très jeunes filles. Ce qui revient souvent, c'est que c'était des très jeunes filles, mais on a de la misère à... Tu sais, quand tu ne regardes pas une carte d'identité, une fille avec du maquillage, des fois, c'est difficile de savoir. Donc, il n'y a aucune certitude que ce soit des mineurs, mais ce qu'on voit, c'est ça ici. C'est-à-dire, prostitution, Jeffrey Epstein menait un réseau de prostitution qui impliquait les grands de ce monde. OK? Ce qui va sortir éventuellement, c'est ça ici, c'est-à-dire la pédophilie. Ça, c'est pas couvert dans la sortie des documents aujourd'hui. Donc, la pédophilie, c'est-à-dire que Bill Clinton couchait avec des filles de 14-15 ans, admettons. Bill Gates aussi, 14, 15, 16 ans, ou je sais pas trop quoi. Okay? Des trucs comme ça. Puis c'est pas juste ceux-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui couchaient avec des mineurs, etc. Et après ça, même quand ça va sortir, ça ne sera pas au bout de l'histoire parce que la finalité de l'histoire sur Jeffrey Epstein, c'est ce qui se passait dans les souterrains de l'île de Jeffrey Epstein, c'est-à-dire toute la question du pédosatanisme. Okay? Donc, ce qu'il faisait dans les chambres à dîner, les rituels, etc. Donc, on sait que c'est là. Et ce qui est intéressant, c'est que Mike Flynn, justement, attire l'attention là-dessus. Mike Flynn a retweeté ici sur cette histoire. Mike Flynn qui a toujours été en touche là-dessus. Je rappelle que Mike Flynn a été le directeur des services de renseignement de l'armée. Ça a été le directeur du Defense Intelligence Agency de 2012 à 2014 sous Obama. Et il a toujours, et on a suivi dans son sillon, là, il a toujours parlé de ces réseaux pédocriminels, du pédosatanisme, du Pizzagate. Il en a parlé lors de l'élection présidentielle de 2016. Pizzagate, ça a été gigantesque en 2016. Les gens... on pense que c'est une histoire, les médias disent que c'est discrédité, ça n'a jamais été discrédité et c'était gigantesque en 2016. Et Mike Flynn, en 2016, qui se présentait avec Donald Trump, avait poussé cette histoire et il la repousse encore à l'avant-scène ici. Et ça, en soi, c'est une nouvelle. Donc ici, il dit genre Trump qui n'a jamais été sur l'île d'Epstein et que les documents blanchissent complètement, a été arrêté sur 91 charges, accusations criminelles, alors que Clinton, qui les aimait très jeunes et qui est allé 25 fois sur l'île d'Epstein, n'a reçu aucune visite du FBI. Et là, il met un lien ici sur un vidéo en bas que je mettrai sur ma chaîne Telegram qui fait le tour de l'histoire d'Epstein et du Pizzagate, qui fait le lien entre Epstein et aussi le Pizzagate, parce que les deux sont liés. Il faut comprendre que Epstein et le Pizzagate sont liés. Et c'est pour ça que les médias tentent de discréditer les deux côtés. Okay? Il fait référence et il pointe de nom. Il donne le lien et il pointe de nom. Cette fille ici, Liz Crokin, qui, elle, est une des chercheurs les plus en touche sur le Pizzagate. C'est elle qui pousse le plus le Pizzagate, qui a fait le plus de recherches là-dessus. C'est un Radio-Québec à la puissance 1000. C'est elle ici. Suivez-la sur Twitter si vous voulez plus d'informations là-dessus sur les réseaux pédocriminels, etc. C'est la spécialiste du dossier. Mike Flynn la retweet et invite les gens à aller la suivre. Donc, ça, en soi, c'est une nouvelle. Ce qui est intéressant, c'est que toute cette histoire-là revient à l'avant-scène et c'est le temps de rafraîchir la mémoire des normies. Hein? Parce que tout le monde autour de nous avait oublié ce qui était sorti. Les gens ont la mémoire courte. Les gens ont une mémoire de 6 mois au maximum. Et ils avaient complètement oublié donc, cette histoire de Jeffrey Epstein, de Ghislaine Maxwell, etc. Et donc, il faut ramener ça dans la conscience populaire afin que ça se sédimente puis que ça se solidifie, que ça se cristallise dans la conscience populaire. Il faut ramener ça à intervalles réguliers. Tu ne peux pas juste sortir une histoire. Si tu sors l'histoire complète de Jeffrey Epstein avec le pédosatanisme, etc., les médias vont dire que c'est de la merde, n'en parleront pas, vont dire que c'est une fausse histoire, que c'est de la désinformation de l'extrême droite, va tasser ça complètement et va passer à autre chose. Ils vont créer un événement, une guerre à quelque part et ils vont tourner la page et on n'en entendra plus parler. Cette histoire aura été discréditée. Comme l'histoire du Pizzagate. On tourne la page et c'est discrédité. Tu vois?
Et donc, il faut ramener ça régulièrement à intervalles, avec des petites, au compte-gouttes, chaque fois avec un petit peu plus d'informations dans la mémoire des gens, dans la mémoire collective, afin que les gens, finalement, se disent, ouais, il y a quelque chose à cette histoire-là. Alors, ici, il y a la question du timing qui est intéressant. Ce juge a décidé de sortir cette histoire à 1 an de la campagne présidentielle. En fait, c'était une demande, je pense que c'est une demande d'accès à l'information de Mike Cernovich, qui a débouché sur, sur la publication de ces documents, mais le timing est incroyable, encore une fois, en campagne présidentielle, parce que rendu maintenant, en janvier, on est en 2024, là, rendu en 2024, on peut dire qu'on est en campagne présidentielle, les primaires sont à 1 mois ou 2, et donc, à quoi sert, je vais terminer rapidement, ça va être un live d'à peu près peut-être 25 minutes, s'il n'y a rien de nouveau dans ces documents, à quoi sert la divulgation de tout ça à 1 an de la campagne présidentielle? Il y a le fait, oui, de ramener ça dans l'esprit des gens, dans la conscience populaire, mais il y a aussi le fait de faire paniquer le camp d'en face. Hein? C'est-à-dire attirer le feu ennemi. C'est-à-dire à partir du moment où est-ce que les mondialistes, ceux qui sont impliqués là, avec ce qui se passe dans les souterrains de Jeffrey Epstein, etc., Bill Gates et tout, à partir du moment où est-ce que la vérité sur Epstein semble vouloir sortir, ça crée un mouvement de panique dans les troupes d'en face. C'est une opération de guerre psychologique. Et donc, ce qu'ils vont faire, évidemment, c'est qu'ils vont agir de façon précipitée, en mode panique, ils vont agir de façon précipitée, et vont commencer à utiliser toutes sortes de méthodes pour continuer à empêcher Trump de se présenter. Parce qu'on comprend ce que représente une présidence Donald Trump, là, c'est ça. C'est la fin de ces réseaux-là. C'est la fin de ces... de l'élite américaine, de l'élite corrompue américaine. C'est pas seulement du réseau Epstein, qui est un réseau du Mossad CIA là, pour faire chanter les gens. Pas seulement du réseau Epstein, mais de tous ces réseaux-là. Tous les réseaux hollywoodiens, washingtoniens, de corruption, de dégénérescence, etc. Donc, le truc de cette divulgation des documents de Jeffrey Epstein, c'est comme un appât pour que l'État profond, pour attirer l'État profond et faire semer la panique dans le camp d'en face. Et là, ils mordent à l'hameçon. Et là, ils agissent de façon paniquée et puis prennent des mauvaises décisions stratégiques, etc., etc. Tu sais, c'est vraiment une opération de guerre psychologique. Voilà, donc je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Genre, ils vont s'incriminer tout seuls, ouais, c'est ça. Alors, évidemment, c'est énorme parce que, étant donné que c'est un juge qui rend ça public, maintenant, on a de plus en plus de personnes qui en parlent. C'est-à-dire les médias ne peuvent pas ignorer ça. Je vous montre ici les réactions qu'on a eues au Québec. Et 4 ans plus tard, on continue de parler de l'histoire de Jeffrey Epstein. Oui, parce qu'il y a une liste qui sera rendue publique prochainement et qui devrait retenir beaucoup l'attention dans le monde de la justice américaine et qui risque de faire beaucoup de vagues. Là, près de 4 ans plus tard, après cette affaire, c'est que la Cour de New York est sur le point de publier une longue liste des personnes associées à l'homme d'affaires. Continue de faire des vagues aux États-Unis. Près de 4 ans plus tard, la Cour de New York est sur le point de publier une longue liste de personnes associées à l'homme d'affaires. On y retrouverait, entre autres... Voilà, donc on en parle dans les médias, c'est dans tous les journaux et c'est important d'avoir ça parce que ça va être énorme. Quand tout ça va être rendu public, il va y avoir des répercussions énormes. Et donc, les médias sont forcés d'en parler parce qu'ils savent que les politiciens, ils savent c'est quoi les conséquences de ça. C'est qu'il y a énormément de politiciens qui vont se retrouver dans l'eau chaude, en prison, etc. OK? Je vais terminer là-dessus. J'avais un autre, je suis désorganisé. C'est la première fois que je suis sur un portable en plus, avec de l'éclairage bizarre et tout. Donc, mais on va s'y habituer.
Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a cette tentative de mêler Donald, je vais terminer là-dessus, il y a cette tentative de mêler Donald Trump à toute cette histoire en disant, ils associent, comme je disais, je montrais le tweet de CNews qui associait Donald Trump à Bill Clinton et au prince Andrew, etc. Et on voit beaucoup de ces memes passer sur Internet avec Donald Trump qui fait le party avec Jeffrey Epstein, c'est des Photoshop, évidemment. Donald Trump, c'est la seule personne qui a collaboré avec le FBI pour faire tomber Jeffrey Epstein. Donald Trump, c'est lui qui a mis, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a mis en branle les enquêtes du département de la justice pour faire tomber Jeffrey Epstein. C'est le seul président qui l'a fait. Les Clinton ne l'ont pas fait. Barack Obama ne l'a pas fait. C'est le seul président qui a passé à l'acte et qui a arrêté, qui a démantelé le réseau du Mossad aux États-Unis, les réseaux de CIA du Mossad, les réseaux de l'État profond pour faire chanter les gens. Et donc, et il l'a annoncé dès 2016, il l'annonçait. Hein, donc, dans le clip d'introduction, vous l'avez vu. Il y a celui-là ici, c'est ça? Bill Clinton. Nice guy. Got a lot of problems coming up, in my opinion, with the famous island with Jeffrey Epstein. A lot of problems. You really think the Clintons are involved with Jeffrey Epstein's death? I have no idea. I know he was on his plane 27 times, and he said he was on the plane 4 times. But when they checked the plane log, Bill Clinton, who was a very good friend of Epstein, he was on the plane about 27 or 28 times. So why did he say 4 times? And then the question you have to ask is, did Bill Clinton go to the island? Because Epstein had an island that was not a good place, as I understand it, and I was never there. So you have to ask, did Bill Clinton go to the island? Oui, c'est-à-dire, est-ce que Bill Clinton est allé sur l'île parce qu'il y avait des choses horribles qui se passaient sur l'île? Ce qui se passait sur l'île, c'est ça ici. C'est du pédosatanisme. Les médias n'en parlent pas, mais on va y arriver, on va avoir raison à long terme. Mais ça prend du temps pour rentrer ça dans la conscience populaire. Et Trump a toujours pointé du doigt Bill Clinton, Jeffrey Epstein et les réseaux pédocriminels aux États-Unis. Il a passé l'ordre exécutif 13-818, justement, sur la saisie des biens impliqués dans les personnes. La saisie des biens des personnes impliquées dans des violations graves des droits humains. Il y a plein de PDG qui ont démissionné suite à ça. Et encore une fois, j'en ai parlé dans le dernier webjournal, Joe Biden a re-signé cet ordre exécutif 13-818 récemment. Hein. C'est l'ordre exécutif de Trump sur, justement, on pourrait dire le pédosatanisme. Donc, mais on essaie, et je vais terminer là-dessus, on essaie d'associer Trump à Jeffrey Epstein, alors que Trump, c'est le seul qui a collaboré avec le FBI. C'est décousu mon propos aujourd'hui, mais en tout cas. Et donc, et ici, vous avez Bradley Edwards. Bradley Edwards, c'était le procureur qui était en charge, mais le procureur qui défendait les victimes de Jeffrey Epstein lorsque Jeffrey Epstein s'est fait arrêter en 2018 pour trafic de personnes et pédocriminalité. Hein? Donc, en 2008, en Floride, il s'est fait arrêter, il y a eu un procès, etc. Il s'est fait condamner. Et le procureur qui défendait les victimes à l'époque, c'était Bradley Edwards, c'est lui. Bradley Edwards. OK? Il a passé 10 ans sur le dossier Epstein avant les accusations. Et Bradley Edwards a dit des choses très, très, très bien sur Trump. C'est-à-dire, je vous montre en fait la vidéo, il dit que Trump est le seul, finalement, chez les riches, là, chez les millionnaires qui se promenaient autour de Jeffrey Epstein. C'est le seul qui a répondu au téléphone puis qui a dit « Viens, on va discuter et je vais te donner des informations sur Jeffrey Epstein. » Écoutez bien ça. Le seul. Obviously, our current president has had relationships with Epstein in the past, and the case was dropped. It was dropped before it went to court. In your opinion, as a lawyer and your experience, is there anything you can say as to the validity of those claims, or whether or not there will be any more about that? Nothing at all. The only thing that I can say about President Trump is that he is the only person who, in 2009, when I served a lot of subpoenas on a lot of people, or at least gave notice to some pretty connected people that I wanted to talk to them. He is the only person who picked up the phone and said, "Let's just talk. I'll give you as much time as you want. I'll tell you what you need to know," and was very helpful in the information that he gave.
and gave no indication whatsoever that he was involved in anything untoward whatsoever, but had good information that checked out and that helped us, and that we didn't have to take a deposition of him. That was in 2009? That was in 2009. So... OK, mon son, je faisais la traduction, mon son ne fonctionnait pas. Vous voyez, c'est les petits bugs qu'on essaie de régler. Donc, c'est ça, il dit, c'est la seule personne qui, en 2009, lorsqu'il a envoyé des invitations à comparaître ou il cherchait de l'information chez les personnes riches et puissantes au sujet de Jeffrey Epstein, Trump est la seule personne qui a répondu la seule personne qui a répondu au téléphone en lui disant « Je vais te donner autant de temps que tu veux, viens, je vais t'expliquer... tout ce que tu veux savoir sur Jeffrey Epstein et qui a donné de l'information pertinente. Et Bradley Edwards dit qu'il n'y a aucune preuve que Trump ait jamais été impliqué dans quoi que ce soit là-dedans. Donc, Trump, c'est la seule personne qui a aidé à faire tomber Jeffrey Epstein. Et ça, c'était en 2009. OK? Et après ça, donc en 2009, Trump a donné les informations pour faire tomber Jeffrey Epstein. Et après ça... Il a été emprisonné. Et après ça, lorsque Trump est arrivé à la présidence, lors de la campagne de 2016, a dit Jeffrey Epstein va avoir beaucoup de problèmes, Bill Clinton va avoir beaucoup de problèmes avec ce qui s'est passé sur l'île de Jeffrey Epstein. Il est arrivé en poste, il a donné le mandat à son ministre de la Justice, de Jeff Sessions, d'enquêter et d'arrêter Jeffrey Epstein. Ça s'est produit en 2019. Et là, on est dans les conséquences de ça aujourd'hui. Éventuellement, Ghislaine Maxwell a été arrêtée, elle aussi. Et finalement, c'est tout le réseau qui va tomber. Et tout ça, Trump, c'est la seule et la principale personne qui a collaboré à l'enquête et qui, lorsqu'il est arrivé président, qui a pris les moyens pour démanteler les réseaux du Mossad CIA et faire tomber Jeffrey Epstein et tous les pervers corrompus qui tournaient autour de ce réseau-là. OK? L'extrait vidéo coupait parce que c'est moi qui coupais pour vous faire la traduction. J'avais mute ici. Donc, c'est des choses qu'on va régler, là. On apprend sur la route. C'est la plasticité du cerveau, là. J'aimerais ça vous montrer peut-être une... Je ne sais pas si je devrais vous montrer comme behind the scenes, genre comme à quoi ressemble mon setup avec le portable. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je vous montre? Étant donné que c'est un test pour ceux qui ont été patients, puis qui se sont rendus jusque-là. Non, vous n'allez pas voir la mer, là. Il n'y a pas la mer derrière moi. Je suis dans une chambre d'hôtel, puis ça ressemble à ça. Je suis assis, là. Voilà, ça ressemble à ça, mon setup. J'ai deux spots d'en face, et puis... j'ai amené mon kit audio. Ça, c'est un petit bonbon pour ceux qui ont été patients. OK? C'est vraiment bizarre. Je ne suis pas du tout habitué. Donc, j'ai aussi... tant qu'à être, vu qu'on est là, ça ici, évidemment, c'est le tissu vert que vous voyez derrière. Mon ordinateur projette quelque chose dessus. Il y a une chambre d'hôtel derrière. C'est comme la cape d'invisibilité d'Harry Potter, là. On termine, là. C'est juste pour la fin, là. Si je fais de la vitesse sur l'autoroute, là, je peux sortir ma cape d'invisibilité Radio-Québec et puis... Non, je diffuse... je suis dans la salle à côté de la salle de cinéma à Mar-a-Lago. Je suis arrivé là et puis ils m'ont dit ils avaient déjà un setup pour Radio-Québec et donc... Non, j'ai acheté le kit. C'est un kit de photographie. Là, le truc est fucké, mais bon. Alors, c'est ça, donc voilà. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous. C'est pour ceux qui ont été patients avec ce test, avec mes redites et tout. Mais c'est ça, je dois apprendre sur la route. Je suis tout débousselé et puis au moins j'ai mon équipement qui est là. Je me suis rendu compte que je n'avais pas mon intro, mon outro, mais je suis capable d'être en ligne et donc je vais essayer de vous faire des petits web journaux autant que possible.
si l'information sort, c'est compliqué. Je suis sur un laptop, donc l'écran est comme petit comme ça, alors que moi, normalement, j'ai un 27 pouces, et puis, donc, tout est différent. Je m'excuse pour ça. OK? Donc, Jeffrey Epstein, c'est ça. Essentiellement, c'est... Ah, c'est bizarre, ça. Comment ça se fait que ça a fait un pouce de même? En tout cas, savoir que ce qui est sorti présentement, c'est rien. Encore, on s'en va de façon graduelle jusqu'à de la pédophilie, de la pédocriminalité, puis après ça, du pédosatanisme. Okay? Deuxièmement, c'est à mon sens, c'est une stratégie afin de faire paniquer le camp adverse à cause du timing. Il y a quelque chose de spécial avec le timing. C'est une stratégie pour faire paniquer le camp adverse. Les faire surréagir, tu sais, dans le genre, merde, il faut que vous fassiez quelque chose vite, les noms vont sortir, faites quelque chose contre Donald Trump, peut-être même pousser à une tentative d'assassinat, vous comprenez? C'est-à-dire les faire paniquer en face. Les faire paniquer en face. Leur faire prendre de mauvaises décisions stratégiques en pleine campagne électorale. C'est une guerre psychologique. Voilà. OK. OK. Donc, on va laisser ça là. Je n'ai pas mon outro et donc, je vais mettre en vente sur le site de Radio-Québec la cape d'invisibilité. Ça va valoir cher. All right. OK. Question, commentaire, puisqu'on y est, là, 29 minutes. Qu'est-ce qui se passe sur Getter? Mon expression de visage est lue par mon Mac. En fait, ce thumbs up-là. Studio opérationnel Anywhere. De toute façon, comme je vous ai dit, si je déménage, je vais probablement déménager. Parce que là, je suis dans une tour au centre-ville de Montréal. Le loyer est extrêmement cher. En 2020, ça semblait une bonne idée, mais présentement, tu sais, là, pas maintenant. Et donc, je vais probablement déménager. Si je déménage, je vais probablement garder ce setup-là. J'aurais probablement pas le droit dans mon nouvel appartement de driller des trous dans le mur et mettre le logo comme ça. Et donc, je vais probablement utiliser le green screen, mais je vais affiner la méthode. Voilà, il y a un petit peu de blanc autour de moi. On verra, je vais essayer d'affiner la méthode, mais c'est possible que je garde l'idée du green screen dans mes nouveaux locaux. Il va juste falloir que je m'habitue. OK. Crois-tu qu'il est toujours vivant? Oui, je crois que Epstein est toujours vivant, effectivement, parce que je l'ai expliqué en 2019, lorsqu'il a été arrêté et qu'il est décédé en prison, j'ai fait je pense que j'ai fait 4 ou 5 émissions sur Jeffrey Epstein et j'ai expliqué de quelle façon ce gars-là était l'espion le plus important aux États-Unis. C'était l'espion le plus important depuis les Rosenberg. Les Rosenberg qui ont vendu les secrets nucléaires à l'URSS. Hein, qui ont été accusés de haute trahison et qui ont été exécutés finalement. J. Edgar Hoover avait dit « It's the crime of the century » et Trump a répété à plusieurs reprises « Crime of the century, crime of the century ». Ce qui veut dire que ce qui est en train de se passer présentement aux États-Unis avec Barack Obama, tout ça tombe sous le coup de la haute trahison. Il l'a répété « Crime of the century, crime of the century ». Quand tu dis d'où vient la phrase « Crime of the century », il faut faire ses recherches, je les ai faites. C'est une phrase qui vient de J. Edgar Hoover, l'ancien directeur du FBI, qui parlait du procès des Rosenberg pour haute trahison. Donc, quand Trump dit « crime of the century », c'est qu'il parle de haute trahison. Et donc, Jeffrey Epstein était l'espion le plus élevé à être arrêté aux États-Unis depuis les Rosenberg. Il avait toutes les informations sur les réseaux CIA, Mossad, de l'État profond aux États-Unis, toutes les personnes qui faisaient chanter, où étaient tous les disques durs avec les images de viols de mineurs et de pédosatanisme. Il avait tout ça, toutes les personnes impliquées dans la technologie, dans le journalisme, chez les politiciens, etc., chez les artistes. Il avait tout ça. Et c'était probablement gardé bien au chaud. Et le gars, évidemment, lorsque tu as cette information-là, c'est-à-dire tout l'organigramme du réseau du Mossad et de la CIA, et plus les vidéos, tu as un pouvoir de négociation.
Et lorsque le département de la justice arrive, etc., évidemment que tu négocies un sauve-conduit pour ta vie. Hein, tu rentres dans ce qu'on appelle le Witness Protection Program, on fait semblant que tu es mort, et en échange de la vie, tu nous donnes toutes les informations, tu nous dis où sont cachées les vidéos, qui participait, qui était ton contact. On sait que c'était Ehud Barak, en tout cas c'est presque certain que c'était Ehud Barak, l'ancien premier ministre israélien. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Et donc il avait un énorme pouvoir de négociation, et c'est certain qu'il a utilisé ça pour sauver sa vie. En tout cas, c'est ça, je l'ai expliqué, j'ai montré les détails. J'ai fait 4 ou 5 webjournaux là-dessus. OK? On dirait qu'il y a des poils d'écureuil sur mon micro. Il y a des petits poils blancs ici. Je ne sais pas d'où est-ce que ça sort. Bon, voilà. Protection de témoins, c'est ça. OK? Il est... C'est parce que c'est comme ce que j'expliquais à l'époque, c'était que c'est impossible qu'il l'ait simplement mis dans une prison avec d'autres détenus, etc., dans une aile. Même si les caméras n'ont pas fonctionné, etc., tout ça, c'est une histoire cousue de fil blanc parce qu'un espion aussi précieux que ça, tu ne mets pas ça en prison. Tu mets ça dans un endroit complètement contrôlé par les services secrets. Tu ne mets pas ça en prison. Juste l'histoire que Jeffrey Epstein était en prison, juste dans une prison avec d'autres détenus et des gardes ordinaires, genre un gars qui fait son shift de 9 à 5, là. Juste cette idée-là que l'espion le plus important aux États-Unis était dans une prison ordinaire est complètement farfelue. Les loyers au lac sont moins chers qu'à Montréal. OK. Si je fais pisse pendant 4 secondes, les ballons vont tomber. C'est-tu pour prendre une photo de moi, genre? Ah, c'est vrai. Wow! C'est incroyable. D'où est-ce que ça sort, ça? C'est donc bien bizarre. En tout cas, voilà, je ne veux pas m'éterniser. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. C'est un petit test. Vous me dites que le son fonctionne 10-10 ou 5-5 et puis l'image aussi est correcte. OK. Faites-moi juste, encore une fois, une dernière confirmation. Après ça, je pourrais monter des journaux plus complexes, des webjournaux plus complexes. « 10-10, 17/17, ouais. Good. All right. Donc, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. C'était le petit test. Je montais un petit peu de contenu, mais donc, l'information qui sort comme ça pour faire paniquer le camp d'en face, Trump n'a jamais été impliqué. En fait, le procureur qui défendait les victimes de Jeffrey Epstein n'a que des bons mots pour Donald Trump, qui a participé à l'enquête en 2009. Et après ça, il n'a pas juste participé à l'enquête en 2009. Il est arrivé en 2017 lorsqu'il a pris le pouvoir et il a ouvert une enquête sur Jeffrey Epstein qui a conduit à son arrestation et au démantèlement du réseau du Mossad CIA aux États-Unis. Et quand on dit, là, America First, là, Make America Great Again, ben c'est ça, c'est-à-dire couper le contrôle de l'État profond sur la politique américaine, afin que la politique, les politiciens, les sénateurs, les congressistes puissent retrouver leur marge de manœuvre. Les corrompus, tu les tasses. Ceux qui ont été compromis, tu les tasses. Il y a eu un renouvellement des politiciens. Ceux qui ont été sur l'île de Jeffrey Epstein, tu les tasses, puis tu mets des nouveaux politiciens. Sauf que si tu mets des nouveaux politiciins sans avoir préalablement coupé les réseaux du Mossad CIA, les nouveaux politiciens qui arrivent, eux aussi, vont finalement commencer à se faire chanter. Il va y avoir des opérations de chantage, ils vont se faire compromettre, etc. Et donc, tu veux couper la tête du réseau avant d'opérer ce renouvellement de la classe politique américaine. Et c'est ça qu'a fait Trump. Il permet un renouvellement sain de la classe politique américaine. Au Québec et en France, quand les nouveaux arrivent, ils rentrent dans le même système corrompu, avec des compromissions, etc. Et donc, ça donne toujours la même politique. Si tu veux arriver à quelque chose de différent, il faut que tu coupes le contrôle de l'État profond sur la politique, le journalisme. Et c'est ce qu'ils ont fait en décapitant le réseau Epstein. OK? Voilà. Allez. On se donne rendez-vous
je ne veux pas me donner de date quand il y aura une autre. Je l'annoncerai à l'avance, là. OK? Mais je vais en faire peut-être pas ce dimanche, mais l'autre dimanche d'après, ou etc. J'en ferai d'autres, OK? All right. J'ai pas d'outro, alors ça va juste être un bye-bye. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1.